Sud Radio. La planète demain, Christophe Debiens. Aujourd'hui, dans La planète demain sur Sud Radio, en deuxième partie d'émission, nous recevrons Jérôme Cuny, président de IDH 21, une société qui accompagne les entreprises vers une transition écologique positive. Mais pour l'instant, j'ai l'honneur d'accueillir Loïc Pochet, président fondateur de l'entreprise Pochet Aérospace, qui révolutionne et renouvelle le monde des hydravions. Mais c'est incroyable. Bonjour Loïc. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Alors en plus, si mes souvenirs sont bons, avant d'être un entrepreneur averti dans le milieu aérospatial, vous étiez un grand navigateur à la voile qui a participé d'ailleurs à plusieurs courses au large, n'est-ce pas? Tout à fait, ouais. J'ai toujours eu les pieds dans l'eau, la tête dans les nuages. On se refait pas. Et par exemple, vous avez navigué avec qui? Qu'est-ce que vous avez fait J'ai le privilège d'avoir navigué avec tous les plus grands, quoi, que ce soit de Kersozon à Tabarly, en passant par Michel Malinowski, on en parlait tout à l'heure, ou voilà, Philippe Gentot. J'ai eu ce privilège-là d'être avec tous ces gens-là, quoi. Alors on va parler hydravion, drone, mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de passer de la voile à l'aéro, voilà, ouais, d'une manière générale? Tout simplement, vous avez bien commencé le terme, c'est l'aéropostale. Oui, c'est ça. C'est tout. J'ai passé mon enfance à lire au coin du feu et écouter de la musique classique en lisant les bouquins de Kessel, de Saint-Ex, de Mermoz, donc j'ai été baigné à ça. Donc à un moment donné, ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai toujours eu les pieds dans l'eau, la tête dans les nuages. Je suis parti en tant que marin dans la Royale, et puis après j'ai bifurqué sur la course au large, où j'ai rencontré les plus grands et j'ai navigué avec eux. J'ai eu ce privilège-là. Et puis de là, j'ai continué. Lors d'un moment, au moment de la route du Rhum, j'ai été percuté en 2002 par un cargo, alors que j'étais bien placé. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'avais plus de bateau pour le Vendée Globe l'année suivante. Je suis resté comme un con à quai et je me suis dit, soit je reste à regarder partir les autres, soit je fais quelque chose de ma vie, d'autre. Et je suis parti dans le monde de l'aéronautique parce que j'ai eu envie d'aller voir le parcours qu'avait fait Saint-Ex, Mermoz, le long de l'Afrique avant de traverser l'Atlantique Sud et tout ça. Alors justement, dans ce nouveau parcours, celui de l'aéropostale, on va dire, et notamment de l'hydravion, vous avez décidé de concevoir l'Océanite Tempête. C'est le premier drone hydravion amphibie à propulsion hydrogène. Mais quelles ont été vos motivations pour cela? C'est simple. Il faut bien se dire que lorsqu'on navigue en permanence sur les océans, on voit l'évolution de la pollution qui évolue au fur et à mesure des années qui passent. C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai commencé à naviguer, les sacs plastiques étaient simplement à 3, 4 heures, 5 heures, une demi-journée de terre. Et après, lorsque j'ai arrêté de naviguer, t'étais à 4, 5 jours, 6 jours, tu voyais déjà les sacs plastiques sur l'océan. C'est fou. Donc ça, c'est un truc qui m'a extrêmement marqué. Bon, j'ai jamais jeté mes poubelles par-dessus bord. J'ai fait partie de ceux qui ramenaient, même si ça puait dans le pic avant, les poubelles. Mais c'est un truc que j'ai pris. Et puis, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. J'ai plus 20 ans. Donc, j'ai envie de laisser à mes descendants quelque chose d'un peu... c'est pas... Politiquement, on n'est pas obligé d'être vert pour protéger la planète, quoi. Non, vous avez raison. Donc ça, c'est vachement important à mettre en avant. Et c'est là où, par rapport à ce modèle-là, donc à l'échelle 1, vouloir faire du très propre, ça, on n'en est pas capable à l'heure actuelle. Il y a des gens qui essayent, tant mieux pour eux. Maintenant, là, on est sur un drone de surveillance qui va pouvoir rendre service à des boîtes comme l'Ifremer ou des boîtes de surveillance des animaux marins ou quoi que ce soit, qui ont envie d'avoir une politique propre. Donc on développe ce drone avec une propulsion hydrogène qui va nous permettre dans un an maximum de pouvoir le faire voler.
et de dire, voilà, on continue, on avance pas à pas, mais on avance sérieusement. Alors ce drone que vous avez mis en construction, enfin vous avez commencé certainement, non, pas encore? Alors là, nous avons une maquette statique de l'hydravion qui existe. Nous avons toutes les études CFD qui ont été faites depuis. On a 3 années de développement en CFD qui ont été faits. Maintenant, nous sommes en levée de fonds pour pouvoir justement, dans 1 an maximum, après la levée de fonds, faire voler le prototype de l'hydravion à l'échelle 1/3. Donc, ça va être une machine qui va faire 5 mètres d'envergure, qui va faire une 60aine de kilos, tout en composite. L'avantage et le développement de notre hydravion qui est en rupture technologique avec tout ce qui existe, c'est qu'en dehors de la propulsion, on sort de l'eau sur des foils. Ce qui fait que, par exemple, pour l'échelle 1, je précise, on va sortir de l'eau en 40 mètres. Ah oui. On sort de l'eau en 40 mètres, on a une vitesse de rotation, donc c'est-à-dire on quitte la sustentation et on vole en 450 mètres pour une tonne 8. Donc là, on rentre vraiment dans une rupture par rapport à tout ce qui existe. Et ça va nous permettre de pouvoir décoller, poser, vivre au bord des océans. Lorsqu'on voit l'évolution de la planète entre la population en début du siècle et maintenant, il y a un tel décalage, c'est énorme. Donc nous, notre hydravion, il est pensé, né pour naviguer et vivre en mer. C'est pour ça qu'il s'appelle le Morgan. Alors, il s'appelle le Morgan. L'échelle 1, oui. Ah oui, l'échelle 1. Mais par contre, la maquette, en tout cas, l'Océanide. L'Océanide Tempête. Ça vient d'où ce nom d'ailleurs? Alors l'Océanide Tempête, pour les gens qui vivent sur la côte, ils le voient de temps en temps. C'est un oiseau? C'est un petit oiseau qui vit et qui se nourrit de ce qui se passe au bord de l'eau. Et alors ce drone, justement, ce drone hydravion, est-ce qu'il est à la pointe des nouvelles technologies et peut-être même de l'intelligence artificielle? Alors oui, nous sommes en relation avec des entreprises qui sont à la pointe dans ce secteur-là. Et notre objectif, c'est vraiment, et c'est une demande que l'on a eue, c'est de créer carrément des flottes de notre hydravion pour faire de la surveillance. Et justement, donc géré par l'IA. Alors, cette Océanide Tempête, ce serait le premier drone hydravion de surveillance, hein, c'est ce que j'ai compris. Alors, il y en a qui existent à l'heure actuelle, parce qu'ils ont racheté, par exemple, les Taïwanais ont racheté à l'échelle 1 des ULM hydravions, par exemple, sur l'Espagne. Et ont tout acheté, l'outillage, tout. Ils ont tout vidé le truc et l'ont emmené à Taïwan. Et il y a des hydravions de surveillance en drone à l'échelle 1 qui volent en Taïwan à l'heure actuelle. Et quand est-ce que vous avez prévu sa fabrication et sa commercialisation? Dès que la levée de fonds est terminée, on a 1 année pour le fabriquer et dans la foulée, on fera les essais en vol et nous avons à l'heure actuelle des clients finaux qui sont prêts à nous suivre dès qu'ils le verront voler. Comment va être opéré le vol de cet hydravion, le premier vol finalement? Vous avez une idée de cette opération? De toute façon, l'opération va se faire sur le bassin de Thau parce que nous sommes basés à Sète. L'écosystème sétois m'accompagne et me soutient. Donc entre le côté mer de l'entrée du port et puis le côté étang de Thau, on a de la surface nautique suffisamment importante et intéressante pour qu'on puisse faire les essais chez nous, quoi. Alors on vous écoute passionnément depuis le début de cette émission. Moi j'aimerais comprendre la philosophie de l'entreprise Pochet Aérospace. Quelle est-elle? La philosophie, elle est avant tout humaine. Mon objectif, c'est de valoriser les personnes qui sont autour de moi, parce que sans ces personnes-là, je n'existerais pas et mon projet n'existerait pas surtout. Et ça, c'est vital pour moi. Et vous parliez de vos enfants tout à l'heure. J'imagine que d'abord, c'est comme tout le monde, lorsqu'on a des enfants, on les chérit et on y fait attention. Mais l'idée, c'est de leur remettre quelque chose entre les mains qui soit exceptionnel, j'imagine. On fait ce que l'on peut sur le sujet, en tout cas. Alors, lorsque vous aurez développé cette chaîne de production et de commercialisation en France, donc après votre levée de fonds, est-ce que vous envisagez déjà de commercialiser ce modèle de drone hydravion à l'international? Alors, mon projet, c'est un projet international avant tout.
C'est vraiment un projet international. À l'heure actuelle, les Français, ils en ont rien à faire de mon projet quelque part. Par contre, oui, les États-Unis, les pays de l'Indonésie, les pays de l'Océanie sont extrêmement intéressés par notre projet. Alors que les Français, entre guillemets, se sont endormis pour eux, le monde de l'hydraviation, c'est justement Mermoz, c'est pas actuel, quoi. Oui, en effet, en effet. Vous avez un objectif qui est celui de créer un outil innovant, en totale rupture, d'ailleurs, avec rupture technologique, avec tout ce qui existe dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet ? C'est un peu compliqué parce que je veux pas tout dévoiler et tout ça, et puis surtout qu'on est extrêmement à l'écoute par rapport à tout le monde, mais on est vraiment, en quelque sorte, notre projet, ce sont des briques technologiques qui existent de partout depuis de nombreuses années, mais qui n'ont jamais été assemblées ensemble. C'est là, en quelque sorte, qui est notre force. Et mon objectif, c'est pas spécialement de créer des brevets, parce qu'un brevet, après, il faut le faire certifier en aviation. C'est long, ça coûte cher, et c'est pas gagnant. Merci infiniment, Charles-Loïc Pochet, président fondateur de Pochet Aérospace, une entreprise qui développe et fabrique le premier drone hydravion Made in France au service de la protection de l'environnement. On se retrouve dans quelques minutes avec Thibault, le French Trotter de Sud Radio, pour un reportage en immersion. À tout de suite. Sud Radio. La planète demain, Christophe Debiens. Il est l'heure maintenant de retrouver Thibault, notre French Trotter. Je crois, Thibault, que vous avez rencontré quelqu'un qui fait vraiment avancer les choses dans la décarbonation. Exactement, Christophe. Il s'appelle Arnaud Pigoudinès. C'est un des pionniers en France du rétrofit. Alors, le rétrofit, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le fait de remplacer le moteur thermique d'un véhicule par un moteur électrique, ce qui permet de réduire considérablement son empreinte carbone. J'ai rencontré Arnaud dans l'atelier showroom de son entreprise, Rêve Mobilities, situé à Paris. Il nous précise sa vision du rétrofit. C'est la transformation de n'importe quel véhicule terrestre, donc du deux roues jusqu'au bus, en passant par les camions, les utilitaires, en enlevant le moteur thermique, essence ou diesel, et en mettant un moteur électrique, soit avec des batteries, soit avec ce qu'on appelle une pile à combustible hydrogène, pour pouvoir produire soi-même l'électricité et nécessiter moins de batteries. C'est une nouvelle alternative, ça n'existait pas avant, ça a commencé aux États-Unis, et d'ailleurs j'ai commencé aux États-Unis à faire un rétrofit en 2015, et quand je suis rentré en France, c'était interdit, donc j'ai changé la réglementation pour le faire, et c'est une formidable opportunité déjà de décarboner et de faire beaucoup d'économies, parce que derrière tout ça, c'est 2 à 3 fois moins cher qu'un véhicule électrique neuf. Donc c'est vraiment vous qui avez fait changer la loi ? Avant, c'était pas possible de transformer son véhicule ? Alors, effectivement, avant, en France, depuis 1954, on ne pouvait pas changer un moteur d'un véhicule sans l'accord du constructeur. Et donc, les constructeurs ne l'accordaient quasiment jamais, d'autant plus que c'était balbutiant. Sauf que maintenant, avec l'essor de l'électrique et l'essor de l'hydrogène, en gros, c'est quelque chose de plus en plus accepté, même les constructeurs le font. Et en fait, tous ensemble, on a créé une réglementation qui nous autorise à devenir constructeurs nous-mêmes. Nous, chez Rêve, on est constructeurs, et on est constructeurs de chaînes de traction qu'on vend à des entreprises, donc on fait faire en installation, qu'on vend à des entreprises, des collectivités, et même aussi aux constructeurs qui s'y intéressent de plus en plus. Alors justement, qui sont vos clients ? Donc il y a des particuliers, il y a aussi des grands comptes, il y a des grandes entreprises, l'État peut-être ? Alors, ça dépend des catégories de véhicules. On a une division véhicules anciens, donc c'est plus les gestionnaires de véhicules anciens, donc la location de véhicules touristiques anciens, mais qui ont besoin de décarboner, ne serait-ce que le slow tourisme, le no-tourisme, de pouvoir circuler au milieu des vignes avec un véhicule sans émission, c'est extraordinaire. Mais le gros du marché aujourd'hui, c'est les utilitaires des villes ou des flottes, les grandes entreprises, que ce soit Fnac Darty, que ce soit les flottes des agglomérations. À Paris, il y a plus de 3000 véhicules utilitaires qui sont tous diesel, qui normalement peuvent plus circuler dans la ville du fait de la ZFE et du fait de la décarbonation. Et ce sont des véhicules qui sont en plus valent très cher en termes d'équipement parce qu'ils sont suréquipés. Il y a aussi l'équipement frigo. Enfin, il y a énormément de typologies de véhicules qui doivent durer longtemps. Et le rétrofit est parfait pour les faire durer encore plus longtemps en électrique. Il y a les bus. Donc c'est les transporteurs, c'est les agglomérations, les bus scolaires, donc des régions, et aussi les bus urbains, et bientôt les camions aussi.
À ce jour, combien de véhicules ont été convertis en passant par vos ateliers ? Alors en passant par nos ateliers, je vais vous dire que des prototypes, puisqu'on est en train de faire des milliers de kilomètres à nos véhicules, hein, donc ça va du Land Rover Defender à la Fiat 500, parce qu'en fait derrière tout ça, pour homologuer un véhicule, il faut lui faire beaucoup de kilomètres, faire plein d'essais, beaucoup d'ingénierie, et parce que ça doit durer très longtemps, sans panne, sans problème, et la moindre des choses, c'est de mettre sur le marché quelque chose qui est prêt à durer très longtemps. Merci beaucoup Thibaut, on se retrouve la semaine prochaine avec la suite de ce reportage. Saviez-vous que selon une étude réalisée en 2021, 53% des dirigeants considèrent qu'ils devront adapter en profondeur leur modèle économique pour atteindre la neutralité carbone? Eh bien, pour les aider dans cette mission, Jérôme Cuny, président de IDH 21, qui est avec nous en studio, va nous expliquer sa méthode. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors j'ai une première question pratique. Le nom de votre entreprise, IDH 21, signifie quelque chose de précis ? Oui, alors il combine deux idées, je l'ai trouvé assez rapidement, mais j'avais besoin de trouver le nom rapidement. Il combine à la fois la notion des idées pour l'horizon, l'idée de se projeter dans l'avenir avec de nouvelles idées, et il fait aussi référence à l'indice de développement humain, qui est un référentiel qui permet de mesurer dans tous les pays le niveau de développement et de confort. Alors, vous avez entendu le reportage de Thibaut, notre French Trotter. Vous m'avez fait un petit signe. J'ai cru comprendre que vous aviez quelque chose à dire à ce sujet-là. C'est pour rebondir un peu sur ce qu'on voulait discuter, sur la redirection écologique, en fait. L'idée que du rétrofit est passionnante et indispensable. Et on est sur ce qu'on appelle plutôt transformer les moyens. C'est-à-dire on se déplaçait avec des voitures à moteur thermique. Il faut maintenant se déplacer avec des voitures électriques. Soit acheter des voitures neuves, soit faire du rétrofit, comme on nous l'a présenté. Tout ça, c'est de l'innovation, c'est indispensable. Malheureusement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les problèmes augmentant un peu rapidement, et chaque été, même en France, qui est censé être un climat tempéré, on commence à sentir des choses, ça devient problématique et on va être obligé, et plein d'entreprises commencent à le faire, à se questionner aussi sur la finalité. C'est-à-dire, en fait, quand on parle d'une voiture, la question, oui, c'est la voiture, mais ça, c'est le moyen. La question, c'est pourquoi vous avez besoin d'une voiture ? Pour vous déplacer. Et en fait, se déplacer, il y a plein de moyens différents de le faire. Et l'innovation, elle peut être technologique, technique, mais elle peut être aussi, excusez-moi le mot peut-être barbare, socio-économique, c'est-à-dire comment on s'organise. Ça aussi, c'est une forme d'innovation. Et la redirection écologique est dans cet esprit à se dire, posons-nous des questions sur d'abord, c'est quoi l'objectif qu'on veut atteindre avant d'essayer de se positionner que sur les moyens. Alors, vous évoquiez la redirection écologique. Qu'est-ce que c'est, selon vous, précisément, en fait ? Parce qu'en fait, c'est dans votre concept d'entreprise. Oui, et c'est porté à la base par des chercheurs qui, Alexandre Monin, Diego Landivar et Emmanuel Bonnet, qui ont porté cette idée avec exactement le principe que je viens de vous décrire. C'est, oui, les moyens sont indispensables, oui, il faut se plonger dedans, oui, il faut de l'innovation technologique, mais en fait, il y aura des limites, d'autant plus à la vitesse des problématiques qui arrivent. Et l'idée derrière, c'est qu'il faudra peut-être repenser comment on fait au jour le jour, sauf que c'est pas simple. On est tous ancrés dans des habitudes, et renoncer, se transformer, c'est pas simple quand on parle d'habitude. C'est plus facile avec une technologie presque. On est habitué. Vous avez d'autres exemples ? On parlait du rétrofit à l'instant suite au reportage de Thibaut. Est-ce que vous avez d'autres exemples en tête qui sont encourageants à nous présenter ? Alors, encourageant, ils sont encore en expérimentation, parce que comme toutes les technologies aujourd'hui, et comme on l'a vu avec le précédent, on est en expérimentation. Mais typiquement, tout le monde a conscience qu'il y a un défi avec les stations de ski, par exemple. Les stations de ski, la solution technique qu'on arrive aujourd'hui, c'est on va faire des canons à neige. Et on le fait, et c'est très bien. Sauf que derrière, il faut penser, il y a des milliers de gens qui en dépendent. Et donc, aujourd'hui, il y a des dynamiques lancées pour voir quelle autre économie on peut créer autour d'une station. C'est le sport 4 saisons, c'est-à-dire ne plus se reposer uniquement sur l'hiver et le ski, et d'autres activités qui ne seraient pas que liées au ski et remontées mécaniques. Et ça, c'est déjà lancé parce que certaines stations sont déjà confrontées. Et donc, on est sur, oui, la technologie, mais on pense aussi à notre organisation en tant que groupe, communauté, autour de ce lieu qui dépendait du ski d'hiver pendant 3 mois de l'année, en gros, pendant 50 ans. Il manque de neige. Est-ce qu'on laisse ces gens se débrouiller tout seuls ? L'idée, c'est d'essayer de les accompagner pour réfléchir à comment se transformer.
Alors j'ai cru comprendre que vous aviez dans votre besace un autre cheval de bataille qui est la relocalisation. La relocalisation, d'ailleurs, vous en avez parlé et rédigé un livre autour de ce sujet-là. Je crois que ça s'appelle Relocaliser d'ailleurs le bouquin. Vous allez pouvoir nous en parler dans la collection Fake or Not aux éditions Tana. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement à propos de la relocalisation 2 ans après la sortie de votre livre? Et est-ce qu'on a progressé sur le sujet? Alors oui, il y a beaucoup de bonnes nouvelles, mais c'est un sacré défi. Il faut réaliser, on a passé 40 ans à désindustrialiser, on n'inverse pas une dynamique en quelques années. Il faut reconnaître, ça a même commencé il y a pas si récemment, en fait, sous la présidence Sarkozy. Pour plein de raisons, en gros, on était 8 ans après l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, qui a bouleversé l'économie mondiale, qui a mondialisé complètement. Et là, on s'est un peu aperçu, tiens, on a peut-être été un peu trop loin. Et ça avait lancé une dynamique difficile, parce que c'est arrivé au même moment que la crise des subprimes, donc c'était pas simple pour lancer des dynamiques fortes. Mais depuis quelques années, vraiment, on sent une accélération encore raisonnable, je vais être honnête avec vous, mais il y a une réelle envie. Avec des choses comme, par exemple, sur les batteries. Par exemple, on parlait de voitures. Bon, le problème, c'est aujourd'hui, les batteries sont énormément produites en Asie. Il y a des giga-usines en train de se fabriquer dans le nord de la France et en Allemagne. La filière de recyclage qui progressivement se construit, etc. Et puis des choses même plus basiques, comme le paracétamol, puisque, entre autres, la période du Covid nous a fait réaliser que nous avions créé une très très forte dépendance au reste du monde pour nos médicaments et que les plus basiques, il serait peut-être intéressant de les avoir plus proches de nous. Donc une vraie dynamique est lancée. Alors justement, cette dynamique, j'en viens aux produits relocalisés. Les produits relocalisés sont-ils plus chers que les produits, par exemple, asiatiques? Alors, théoriquement, oui. Sauf que, et on va faire un très bon lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la redirection écologique, si vous voulez exactement le même produit, oui, c'est compliqué. Par contre, si vous repartez à la base en vous posant la question, oui, mais qu'est-ce qui est important dans le produit, ça vous amène peut-être à repenser le produit et le simplifier, ce qui permet à ce moment-là, en ayant moins de complexité, moins de composants, de réduire fortement les prix. Et j'échangeais encore avec quelqu'un qui travaille vraiment dans l'usine et qui m'expliquait, on arrive sur certains produits, après avoir repensé le design, à atteindre les mêmes tarifs, les mêmes prix que la production en Chine. Donc c'est possible, théoriquement. Il faut repenser le produit, par contre. Merci beaucoup, Jérôme Cuny, le partenaire idéal pour votre redirection écologique, IDH 21. On se retrouve dimanche prochain à 12h30 sur Sud Radio dans La Planète Demain pour de nouvelles innovations au service de l'écologie positive. Bonne semaine et à dimanche prochain.